Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A intitulé « Comment incorporer des visuels de Power BI dans vos applications opérationnelles ». J'espère que vous et vos proches allez bien dans les circonstances que nous connaissons actuellement. Merci beaucoup de votre participation en grand nombre ce matin. Chez Faction A, nous sommes ravis de constater que nos formules de webinaire sont encore plus appréciées pendant cette période de confinement. Mon nom est André Deblois et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur du webinaire. Tout d'abord, j'aimerais souligner la tenue de nos prochains événements. On tiendra un webinaire le mercredi 8 avril prochain sur pourquoi utiliser Power BI plutôt qu'Excel pour ses rapports financiers. On aura un autre webinaire le 22 avril prochain sur tous les secrets pour réussir son déploiement Power BI. Et selon les circonstances, si c'est possible de le tenir, le 30 avril prochain chez Microsoft à Montréal, on tiendra l'atelier tableau de bord en un jour avec Power BI. Et je tiens à signaler à ce moment-ci qu'une formule en ligne est en train de s'organiser pour pallier au rassemblement habituel de ces ateliers. Je vous invite à consulter notre page nouvelle de notre site web pour connaître davantage ces événements et pour vous y inscrire. Je vous suggère également de vous abonner à notre page LinkedIn pour connaître nos événements à venir. J'aimerais indiquer aujourd'hui que ce webinaire est enregistré et qu'il sera accessible à partir de demain, si vous désirez le partager. Vous aurez également accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Nous vous enverrons un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et à la présentation. J'aimerais vous rappeler que ce webinaire se veut interactif et qu'il est possible de poser des questions par clavardage en utilisant la fenêtre de votre session prévue à cet effet. Nos clients nous demandent régulièrement comment faire pour partager et surtout comment faire pour diffuser de l'information décisionnelle aux utilisateurs qui doivent prendre des décisions rapides à même l'exécution de leur processus opérationnel. Grâce à l'objectif de notre webinaire, aujourd'hui, vous apprendrez les enjeux et des cas d'utilisation d'organisations qui fournissent un environnement opérationnel enrichi d'analyses contextuelles aux utilisateurs qui doivent prendre des décisions. Vous apprendrez également les différentes options de diffusion de tableaux de bord Power BI accompagnés de facteurs à considérer lors de l'incorporation de ces tableaux de bord. Vous apprendrez finalement les méthodes et les étapes pour faire du Power BI Embedded. Regardons d'un peu plus près l'agenda proposé. Nous allons nous présenter comme organisation. On poursuivra après coup avec une mise en contexte et une revue de cas d'utilisation. On verra des enjeux relatifs à l'intégration de visuels Power BI. Notre présentateur Philippe Torres de Faction A couvrira en profondeur l'embedding, c'est quoi, les options d'embedding, le Power BI Embedded et ses étapes d'intégration. Notre partenaire P-Stocks, représenté par Philippe Whitford et Denis Benoît, présentera comment faire l'intégration de visuels Power BI dans Salesforce et feront une démonstration en direct. On poursuivra avec une période de questions. Je vous rappelle que nous allons répondre aux questions reçues durant le webinaire et si jamais nous manquons de temps, nous répondrons aux questions individuellement à la suite du webinaire. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes au fur et à mesure que la présentation progresse. On terminera avec un court sondage express d'une seule question. Tout d'abord, qui est Faction A? Faction A est une escouade d'élite professionnelle spécialisée dans les analytiques et pouvant intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques, que ce soit de la planification à la construction de tableaux de bord Power BI, en passant par l'architecture et l'intégration des données. Faction A est spécialisée sur la plateforme d'analytique et de décisionnel de Microsoft. Faction A détient la distinction, en fait, Cold Data Analytics Partner de Microsoft et est reconnue depuis 2016 comme partenaire officiel de Microsoft. Faction A possède l'expertise et le savoir-faire et est appréciée de sa clientèle pour la qualité de ses services et ses modèles d'engagement flexibles, principalement celui du travail à distance qui est éprouvé
depuis plusieurs années déjà. Si vous voulez en savoir plus sur Faction A, n'hésitez jamais à nous contacter. J'aimerais débuter la session par une mise en contexte qui viendra camper la thématique de notre webinaire. Nous sommes dans une ère numérique où les organisations veulent innover, mieux exploiter les nombreuses données disponibles et fournir des moyens modernes de diffuser de l'information décisionnelle pour améliorer leurs produits et leurs services. Les organisations désirent fournir aux utilisateurs qui doivent prendre des décisions un environnement opérationnel enrichi d'insights contextuels en évitant à l'utilisateur d'accéder à un environnement analytique séparé. De plus en plus d'organisations veulent rendre disponibles et diffuser aux employés, aux clients, aux partenaires, aux fournisseurs des fragments visuels développés en Power BI car les organisations veulent que les gens de métier près des clients, des partenaires, etc., prennent des décisions basées sur des faits et améliorer la qualité de l'entreprise et de leurs services. On constate plein d'exemples concrets provenant de plusieurs domaines d'affaires. Il y a dans le secteur des services financiers l'institution qui désire ajouter des indicateurs de performance pour ses conseillers à même leur portail web et leur portail mobile. On a les centres d'appel qui veulent ajouter de l'information contextuelle additionnelle aux applications sans que les utilisateurs aient à changer d'écran. Dans le domaine de la distribution, il y a l'entreprise qui veut fournir à ses clients un sommaire de leurs commandes précédentes intégrées à leur processus de commande et leur portail existant. On a vu dans le domaine de la fabrication, une compagnie qui nous a dit on veut fournir à même le portail de nos clients les mesures de l'état de l'avancement de la fabrication des produits. Il y a les éditeurs de logiciels aussi qui désirent ajouter des indicateurs pertinents et critiques à leur suite d'applications opérationnelles. On a les organisations, les ordres, les associations et les regroupements qui colligent plein de données et qui désirent diffuser de l'information de gestion à travers leur environnement collaboratif. On a les représentants commerciaux de la compagnie de transport qui veulent, dans leur CRM, avoir une vue holistique de leurs clients avec les chiffres de la performance et de l'efficacité des services. On pourrait faire une liste exhaustive de cas d'utilisation. Vous avez sûrement chacun vos cas d'utilisation dans vos domaines d'affaires. Il y a certains enjeux. Et avant de passer aux enjeux, j'aimerais juste faire un petit jeu avec vous. En fait, j'aimerais vous demander de répondre à un petit sondage éclair qui pourra comparer votre opinion parmi celle des groupes de participants aujourd'hui. Donc, je vais partager une question. J'aimerais avoir votre opinion parmi les choix de réponse. La question est, utilisez-vous l'incorporation de Power BI dans vos applications opérationnelles? Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre et ensuite, je vais partager les résultats. En fait, en moins de temps qu'un lavage de main, vous pourrez voir comment vous vous situez en rapport au groupe de participants aujourd'hui. Alors, vous pouvez répondre par une des 4 questions proposées. Je vous laisse un autre petit 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et je vais cacher et partager les résultats. Je devrais être en mesure de partager les résultats. Un instant, je vous prie. Je vais partager les... Bon, là, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas en mesure de partager les résultats que vous avez répondus. Bon. Je n'ai pas nécessairement les résultats. En tout cas, je ne suis pas en mesure de présenter les résultats présentement. Alors, je vais poursuivre avec les enjeux. Donc, les enjeux, les enjeux des organisations, en fait, les enjeux, avant d'arriver aux enjeux encore, j'aimerais juste dire que les organisations veulent de toute évidence démocratiser et rendre disponible en toute transparence de l'information d'analyse qui est pertinente et essentielle à ceux et celles qui doivent prendre des décisions dans leur quotidien. Les organisations veulent utiliser les moyens technologiques modernes et disponibles pour fournir un accès à l'information décisionnelle contextuelle incorporée aux applications opérationnelles.
Donc, les organisations veulent comprendre les alternatives pour embarquer l'application analytique à l'intérieur d'applications opérationnelles, que ce soit commerciales ou bien de systèmes de mission développés maison. Il y a des enjeux dans l'intégration de visuels Power BI. Pour en nommer quelques-uns, il y a les aspects de la sécurité d'accès, il y a les enjeux relatifs à la confidentialité de l'information, parfois très sensible. Il y a des règles et de la conformité à respecter à ce niveau. Il y a aussi des enjeux dans l'intégration de technologies variées. Il y a des enjeux dans la gouvernance, dans la qualité de données. Il peut aussi y avoir des enjeux dans la performance. Il y a des enjeux, mais surtout, il y a des outils et des solutions du côté technologique pour la diffusion sécuritaire de visuels avec Power BI. C'est ce que vous allez voir avec nos présentateurs, et j'ai nommé Philippe Torres, Philippe Whitford et Denis Benoît. Avant de passer la parole à Philippe Torres, j'aimerais vous présenter notre partenaire invité au webinaire aujourd'hui, et j'ai nommé Pistox. Et ces deux cofondateurs, qui sont Philippe Whitford et Denis Benoît, qui présenteront qui est Pistox et comment aussi faire l'intégration de visuels Power BI dans Salesforce. Bonjour, messieurs de Pistox. Bonjour. Bonjour, Denis. Et bonjour, Philippe. Bonjour à tous. Bonjour. Okay. Alors, notre premier présentateur aujourd'hui est Philippe Torres de Faction A. Donc, Philippe est un collègue de très longue date. Philippe est le cofondateur et partenaire de Faction A. Philippe compte plus de 30 années d'expérience spécialisée en technologie de l'information et dans la livraison de solutions analytiques. Philippe est bien connu dans le domaine et a collaboré à la définition et à l'exécution de plusieurs programmes de mise en place de solutions analytiques pour des clients autant canadiens qu'américains de plusieurs envergures et de différents domaines d'affaires. Bonjour Philippe. Allô, allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Sur ça, je vais céder la parole à Philippe et je vais passer le contrôle de la présentation à Philippe Torres. Donc, Philippe va nous présenter c'est quoi l'embedding, quelles sont les options de diffusion de visuels Power BI et les étapes d'intégration de Power BI Embedded. Philippe, à toi la parole. Bon, bonjour. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, on voit bien ton écran, Philippe. Bon, parfait, super. Alors moi, je vais surtout parler de qu'est-ce que c'est l'embedding puis comment le faire avec Power BI, sans nécessairement parler de Salesforce. Ça, c'est le sujet qui va être abordé par mes collègues là, de chez Pistox. Donc, en fait, c'est quoi l'embedding? C'est un beau mot franglais, là. Évidemment, c'est un mot anglais. Puis d'emblée, je vous dis de la documentation sur le Power BI Embedded, elle est plus en anglais que n'importe quoi d'autre, là. Mais l'embedding, en fait, c'est l'idée d'embarquer Power BI dans un environnement qui est autre que Power BI. Donc, on peut intégrer Power BI dans plusieurs environnements, puis je vais en parler tantôt, là. Mais c'est l'idée de prendre un rapport ou une série de rapports qui inclut des visuels et de les présenter dans un contexte d'exécution qui n'est pas celui de Power BI Desktop, par exemple, ou peut-être même le service Power BI. Donc, c'est surtout utilisé dans un contexte d'intelligence opérationnelle, c'est-à-dire que on a un système de prise de commande, un système de CRM ou quoi que ce soit, là, et puis on veut intégrer des visuels pour nous donner une espèce de contexte décisionnel à nos applications, comme André l'a mentionné tantôt. Donc, c'est surtout utilisé dans ce contexte-là. C'est pas utilisé dans le contexte de dire, ben, je suis analyste de données, puis je vais essayer d'établir des tendances ou voir pourquoi mes revenus sont pas au rendez-vous, etc. Là, c'est pas vraiment un contexte analytique, c'est un contexte plus, je dirais, d'intelligence opérationnelle. Puis c'est évident aussi qu'on veut minimiser la navigation inter-application quand on pense à ces choses-là, parce que de dire qu'on est
dans notre CRM, par exemple, puis là, on fait un Alt-Tab pour aller dans notre Power BI, puis on fait un autre Alt-Tab pour retomber dans notre application ou dans notre page web. C'est pas vraiment, ça donne pas une expérience utilisateur qui est cohérente, puis il n'y a pas de contexte non plus qui est passé entre l'application opérationnelle et le Power BI comme tel. Donc, le Power BI ne sera pas contextualisé autre que par les clics qu'on va faire autour des filtres qui existent dans les visuels. Donc, dernière chose, c'est que le embedding, c'est pas nécessairement égal à Power BI Embedded. Power BI Embedded, c'est un produit de Microsoft. Il y a différentes versions de ça, différents types de licences, tout ça, mais l'idée d'embarquer, c'est pas nécessairement propre à Power BI Embedded. Bon, comme d'habitude, j'ai toujours de la difficulté avec ma flèche. Voilà. Alors, il y a plusieurs options pour incorporer Power BI, plusieurs paradigmes. Vraiment, on peut l'intégrer dans Microsoft Teams. On peut l'intégrer dans un portail SharePoint en ligne. On peut aussi intégrer avec un code sécuritaire. On peut intégrer sur une page web publique. Puis finalement, on peut intégrer dans nos applications, soit des applications SaaS comme Salesforce, par exemple, des applications software as a service ou j'aimerais dire une solution tierce. Ce n'est pas nécessairement tout le temps dans un livré as a service et ou des applications que vous avez développées maison, vos propres applications opérationnelles. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur les 4 premières options. Je vais plus passer du temps sur la dernière option, le Power Embedded, qui est vraiment l'objectif du webinaire aujourd'hui. Donc, dans Teams, là, je ne passerai pas à travers la mécanique de faire ça. C'est plus de la mécanique, en fait. C'est pas très, très compliqué, là, mais puis je vous ai laissé ces informations-là dans la présentation aussi à titre informatif. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais c'est sûr qu'à travers Teams, on peut regrouper toutes les informations décisionnelles qui sont liées à un projet, à un sujet, à un groupe, tout ça. Ça supporte aussi ce qu'on appelle le Row Level Security. Donc, les personnes de l'Est voient seulement les informations de l'Est, les personnes de l'Ouest voient seulement les informations de l'Ouest. C'est intégré aussi avec les groupes dans Teams puis tout ça. Donc, c'est sûr que ça ajoute des fonctionnalités à la collaboration, au répertoire, tout ça, tout ce qu'on retrouve dans Teams. Il y a certains désavantages qu'on va retrouver avec les 4 premières options. C'est les fonctionnalités qui sont non disponibles, comme par exemple, si on allait sur le portail powerbi.com, donc les alertes, les tableaux de bord, il y a d'autres choses là, qui ne sont pas disponibles à travers Teams. Mais pour une intégration opérationnelle, c'est très approprié. Une autre chose qu'on peut faire, c'est incorporer dans une page SharePoint online. C'est un peu le même concept. Là. Donc, on s'identifie seulement une fois. Encore là, ça supporte le RLS. Même les mêmes genres d'avantages qu'on a retrouvés dans Teams, mais cette fois dans un paradigme de SharePoint. Puis c'est la même chose aussi au niveau des désavantages. Là. On ne retrouve pas toutes les fonctionnalités qu'on retrouverait, par exemple, sur powerbi.com. Une autre façon d'incorporer, c'est avec un security token qu'on appelle. Donc, la gestion d'expérience utilisateur, le UI, est offerte par votre application web. Encore là, le RLS est supporté, puis ça supporte aussi tous les scénarios de connexion aux sources de données, donc qu'on retrouve dans Power BI. Donc, Power BI peut se connecter à plusieurs choses. On retrouve toutes ces fonctionnalités-là à l'intérieur d'une incorporation dans une page web. Et c'est la même chose au niveau des désavantages qu'on a vu dans les 2 premiers exemples. On a aussi l'option d'intégrer dans une page web publique ceux qui ont déjà assisté à nos DIAD, nos Dashboard in a Day chez Microsoft. On en parle de ça, puis ceux qui ont assisté à un des miens, là, ceux que moi je donne, je mets beaucoup d'emphase sur cette option-là qui n'est pas très, très sécuritaire à mon humble avis. Dans Power BI Service, on peut obtenir un URL pour un rapport qui va nous permettre d'échanger ce URL-là avec un usager externe qui n'est même pas dans notre domaine. Puis quand on l'intègre à l'intérieur d'un furteur, ben, on a accès à la page. Bon, c'est sûr, on n'a pas accès aux données sous-jacentes, tout ça, mais en même temps, c'est de l'information qui est peut-être
propriétaire ou qu'on veut confidentialiser, qui est confidentiel. Donc, si on lance ce URL-là au grand public, mais n'importe qui qui a le URL, le lien va pouvoir accéder au rapport. Ceci étant dit, on peut toujours gérer les rapports publiés comme ça à l'intérieur de Power BI Service, puis on peut désactiver le rapport éventuellement. Mais c'est un moyen facile de partager un rapport avec quelqu'un qui n'est pas dans notre organisation, nonobstant le fait que il y a peut-être du partage d'informations qu'il faut faire attention avec ça, là. Finalement, et c'est le sujet du webinaire, c'est vraiment Power BI Embedded. Donc, Power BI Embedded, ça permet le contrôle complet, en fait, de l'affichage puis l'exploitation du rapport. Ce qu'on fait finalement avec Power BI Embedded, c'est de prendre un rapport. Le rapport contient des visuels. Juste pour dire qu'un rapport, c'est pas un tableau de bord là, dans la terminologie de Microsoft, mais ici, on va utiliser les deux mots comme étant synonymes, là. Ça nous permet de prendre un rapport qui contient des visuels et les intégrer à l'intérieur de notre propre application. C'est comme si on contrôlait l'application à travers un API, soit un API qui est publié par .NET sur le Software Development Kit, ou en JavaScript à travers un API REST qui permet justement à vos applications d'aller appeler, faire les appels à cette API-là, qui est une API qui interagit avec le service powerbi.com. On va voir un peu l'architecture de ça dans une minute. Ça requiert ce qu'on appelle une capacité de traitement dédiée. Donc, il y a différents genres de licences. Par exemple, Azure Power BI Embedded ou Power BI Premium. Donc, ça prend une capacité dédiée pour pouvoir utiliser l'API. Puis, il y a deux contextes d'application distincts. C'est un petit peu technique, là, mais j'essaie de simplifier ça. Si on veut faire du partage au sein de notre organisation, donc c'est en fait, c'est des mécanismes sécuritaires puis d'exécution, mais on a le partage au sein de l'organisation, donc ce qu'on appelle le User Owns Data, ou le partage avec des partenaires externes. Alors ça peut arriver qu'on a une application opérationnelle qu'on veut partager avec je sais pas moi, nos points de vente ou nos distributeurs ou quoi que ce soit, puis on veut présenter des mesures, des rapports, des visuels, tout ça. Alors, ce modèle d'exploitation ne requiert pas l'utilisateur de l'application d'obtenir une souscription Power BI Pro pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est sûr que ça, c'est intéressant si on a une application qu'on veut déployer à l'externe de notre organisation avec des visuels Power BI, on peut opter pour le mode d'exploitation qui s'appelle le App Owns Data. Je vais revenir à ça tantôt, là. En fait, je vous laisse cette acétate-là comme pour information additionnelle. On va voir quelque chose d'un peu plus détaillé tantôt, là, mais le point que je veux relever là-dedans, c'est que le Power BI Embedded s'exécute à travers le service powerbi.com. Donc, on a une interaction entre notre application et le service Power BI. Là, je disais tantôt, il y avait différents genres de licences, là, mais essentiellement, c'est ça qu'il faut retenir, là. Donc, le portail, l'application fait interaction avec le service, puis avec nos propres affaires. Puis l'utilisateur Power BI Pro, lui, peut interagir directement avec les rapports, tandis que l'utilisateur de notre application qui contient notre Power BI embarqué, interagit avec notre application. Ça aussi, c'est un petit peu technique, là, mais c'est juste pour vous illustrer qu'il y a un jeu, là, puis nos partenaires, tantôt de Pistock, je vais en parler un peu plus, là, mais il y a un jeu là, d'échange de jetons d'accès pour Power BI, puis jetons d'accès pour le rapport, et puis pour l'espace de travail dans lequel le rapport se trouve, là. Donc, c'est à titre informatif, je vous ai laissé ça. Ici, ce que je essaie de démontrer, c'est le comparatif en fait entre Power BI Premium et la licence Power BI Embedded. Encore là, c'est à titre indicatif. Les choses, évidemment, peuvent changer avec Microsoft. Ça date de peut-être 4-5 mois. Donc, ça devrait quand même être à jour.
Donc, c'est juste pour vous indiquer, là, à titre indicatif, encore une fois, les différences entre les licences qui supportent l'embedding dans Power BI. Puis ça aussi, c'est à titre indicatif, on voit que le prix là, est fonction en anglais, on appelle ça le nombre de API calls, le nombre de rendus, le nombre de renderings qui sont faits à travers les applications. Donc, on a différents niveaux d'utilisation. Donc, pour intégrer Power BI Embedded, en fait, il y a 5 étapes à suivre. La première étape, c'est qu'il faut configurer un environnement de développement. Ensuite de ça, on configure un environnement Power BI, incluant un App Workspace. On va voir ça tantôt. On crée, on publie du contenu. On intègre ce contenu-là pour les tests utilisateurs, puis après ça, on passe à la production. Je vais faire un petit tour tantôt dans le terrain de jeu de Power BI Embedded que Microsoft appelle Power BI Embedded Playground. N'importe qui a accès à ça. C'est un site de démonstration pour vous familiariser un peu avec les interactions avec le REST API. Donc, en JavaScript, on communique avec le REST API et puis comment ça interagit avec Power BI. Puis on peut essayer toutes sortes de fonctionnalités là-dedans. On va en faire un petit tour tantôt, un tour de jardin dans quelques minutes. Donc, une des choses que je voulais vous montrer, puis encore une fois, ceux qui ont assisté au DIAD chez Microsoft, vous allez reconnaître cet acétate-là. C'est un cas d'utilisation qui sont les analytics embarqués. Le point que je voulais faire avec cet acétate-là, c'est que les rapports sont toujours développés dans Power BI Desktop, de la même façon que d'habitude, et puis on publie les rapports dans un App Workspace, de la même façon que d'habitude, quand on veut accéder les rapports à travers le service Power BI, mais on voit ici que ça requiert la Premium Capacity ou l'Embedded. Puis l'interaction avec notre application qui est à l'extrême droite, c'est écrit Custom Application, l'interaction avec notre rapport se fait à travers les appels d'API, soit en .NET ou bien non, soit en JSON en utilisant l'API REST. Puis tout ça, il y a une intégration au niveau du Azure Active Directory pour pouvoir là, avoir les bons accès aux rapports, etc., etc. Donc, je voulais vous montrer à haut niveau là, comment les morceaux du puzzle sont imbriqués les uns avec les autres. Donc, l'étape numéro 1 dont on parlait tantôt, c'est configurer l'environnement de développement. Bon, c'est sûr qu'il faut s'assurer qu'on a un environnement de développement qui permet l'intégration avec Power BI. Puis, on a ce qu'on appelle, Microsoft offre ce qu'on appelle le Embedding Setup Tool. Finalement, c'est une application qui a 4 ou 5 étapes, 4 étapes pour générer les bons jetons qui sont nécessaires pour que votre application puisse opérer de façon sécuritaire et authentifiée avec le service Power BI. Donc, même on peut télécharger un exemple d'application qui existe dans le tutoriel, là, mais en allant dans le Power BI, dans l'ère de jeu, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Je ne veux pas passer à travers les 5 étapes, c'est-à-dire les 5 étapes pour configurer l'environnement. Alors, ça, c'est la première page. Je vous montrer que, bon, moi, la première étape, c'est de faire de s'identifier dans Power BI avec l'utilisateur, etc., etc. On passe à travers l'enregistrement de l'application. On crée un espace de travail sur le service Power BI, ce qu'on appelle un App Workspace. On importe du contenu dans l'application, puis après ça, on gère les permissions. Quand on est passé à travers ces 5 choses-là, ça prend à peu près 5 minutes, c'est pas très très long. Quand c'est complété, vous remarquerez que à la fin, on a ce qu'on appelle un App ID, donc c'est un identifiant pour notre application. On a un Workspace ID, notre identifiant pour l'espace de travail. Puis après ça, on a un identifiant pour le rapport comme tel. Donc, c'est sûr que ces deux choses-là, les deux premières peuvent demeurer les mêmes, mais à chaque fois qu'on a un nouveau rapport, il faut générer un nouveau Report ID. J'ai vu certains de nos clients là, qui ont développé des mécanismes plus ou moins automatisés, si on veut, pour intégrer ça là, à travers leur application. C'est pas très, très compliqué, là, mais il y a une façon d'automatiser ces choses-là relativement facilement.
Donc, une fois la configuration complétée, l'étape numéro 2, c'est configurer l'environnement Power BI comme tel. Puis c'est intéressant parce qu'il y a un tutoriel, j'ai mis une petite image du tutoriel qui montre exactement quoi faire. Là. Donc ça va quand même assez bien. C'est assez long le tutoriel. Quand on le suit, là, ben, on peut quand même, quand on est familier avec les concepts, on peut quand même sauter des étapes. Là. Mais il faut incorporer, il faut placer notre contenu dans un espace de travail pour incorporer les rapports, les tableaux de bord ou juste des tuiles pour les clients. Puis une des choses, ça me permet d'identifier ici le fait que, puis là, c'est un sujet qui est long en lui-même, on n'a pas le temps de parler de ça beaucoup aujourd'hui, mais tout ce qui s'appelle UI, UX, ou User Interface, User Experience, l'interface usager, puis l'expérience utilisateur, ben là, il faut savoir aussi quoi placer dans notre application, parce que souvent, on a une surface de représentation peut-être limitée, surtout si on parle de tablette ou de mobile, même sur le desktop. Donc, de combler l'espace Power BI avec plein de visuels, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Là. Donc, il faut développer les rapports en conséquence dans les bonnes fontes qui vont bien s'intégrer ou s'arrimer avec le reste de notre application pour donner une expérience utilisateur, une interface usager qui est quand même uniforme. Ensuite de ça, on crée puis on publie du contenu. Bon, ça, c'est, vous allez reconnaître exactement les étapes de Power BI. Puis c'est ça que ça résume en fait. On fait la connexion aux données dans le desktop, on crée les modèles de données, les liens, tout ça, les relations, là, on transforme les données, on utilise des visuels, puis à la fin, on publie les rapports dans l'espace de travail. Donc, dans Power BI comme tel, là, il y a un petit bouton en haut à droite qui s'appelle Publier ou Publish. Quand on publie, ben, notre identifiant est utilisé pour aller sur notre espace, notre espace powerbi.com. À partir de là, ben, on peut choisir l'espace de travail dans lequel on va aller déposer. En fait, il faut choisir l'espace de travail dans lequel on veut déposer notre rapport. C'est l'espace de travail qu'on a configuré dans l'étape avant. Ensuite de ça, une fois qu'on a fait ça, notre rapport maintenant est publié sur le service. On est rendu à intégrer le contenu dans les applications. Donc, on peut l'intégrer, comme je disais tantôt, avec les API Power BI, REST, ou via .NET. Bon, l'intégration de l'application nécessite un jeton d'accès. Donc, j'en parlais tantôt, puis mes collègues de Pistock vont en parler un peu plus tard, dans quelques minutes. Un jeton d'accès pour le compte principal qui doit détenir, si on veut, là, accès à l'espace de travail. On doit aussi obtenir un jeton d'accès Azure AD pour votre application Power BI comme telle avant de passer des applications, des appels à l'API. Mais encore là, le tutoriel montre bien comment créer le jeton d'accès dont j'ai parlé tantôt. Là. Puis ça va finalement créer un jeton d'intégration qu'on utilise dans nos applications. Alors, ce que j'aimerais faire, j'aimerais vous faire peut-être une petite démonstration. Une petite démonstration du jeu, de l'ère de jeu de Power BI Embedded. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir de là, je vais aller sur Exactement. Donc, écoutez, si vous suivez le lien qui est ici, là, ça va vous amener dans cet espace-là, qui est le Power BI Embedded Playground. Puis là-dessus, on peut essayer, en fait, les fonctionnalités de Power BI Embedded. Donc, je vais prendre le premier rapport parce que bon, c'est le plus intéressant. Certains d'entre vous vont reconnaître aussi les données. Encore là, si vous avez fait le DIAD, c'est le même genre de données. Donc, on a dans l'ère de jeu, on a des options là ici pour être en mode visuel, en mode edit, en mode création. Puis ici, là, on voit les fameux jetons, là, enfin, pas les jetons, les identifiants. On a l'identificateur du rapport, on a l'URL du rapport, puis finalement, on a le jeton d'intégration ou le embed token qu'on utilise. Donc, la deuxième partie qu'on voit ici, c'est une partie qui montre du code, c'est du JavaScript. Et puis, le JavaScript est généré automatiquement, dépendamment des options d'interaction qu'on va utiliser. Je vais y aller tantôt, puis on peut copier ce code-là. Finalement, on a les résultats du log qui va nous montrer les résultats de
l'exécution des appels d'API sur l'API REST. Donc, la première portion en haut, c'est comme si c'était notre application, si on veut. Tout ça, là, c'est comme si c'était notre application. La partie du bas, c'est la partie qui est gérée par le rendering ou le rendu de Power BI. Donc, si j'exécute ce code-là, on voit que la partie Power BI maintenant va se rafraîchir. Puis c'est un rapport Power BI comme n'importe quel autre rapport. Donc, quand je clique sur le rapport, bien, il y a des interactions entre les différents visuels. Par exemple, si je joue avec le slicer ici, on voit que les données vont changer. Donc, c'est vraiment un rapport Power BI. Puis on voit ici dans le log que le rapport a été chargé. Après ça, il y a eu des rendus qui ont été faits. Donc, ça, c'est vraiment l'application qui a démarré le rapport. Puis quand on a des interactions, ces interactions-là reviennent en haut dans notre log. Donc, on voit qu'il y a une interaction entre les applications. Si je vais en mode interaction, ici, il y a toutes sortes d'options qui vont générer du code différent. Comme par exemple, si on va dans les options d'interaction, puis si par exemple, je choisis print, puis je roule ce code-là, ben, c'est comme si Power BI avait fait l'option d'imprimer le rapport. Hein? Donc, on voit qu'on peut imprimer. Si je fais un rafraîchissement, puis j'exécute ce code-là, ben, on voit que le rapport a été rechargé ici, puis après ça, il a été rechargé ici, puis il a été rendu ici complètement. Je peux aller en full screen, je peux sortir du full screen, etc. Une autre option intéressante, ou un autre exemple, en fait, si j'active l'API ou la méthode getPages dans l'API, puis si je roule ce code-là, on voit ici que ça ne fait rien au rapport, mais ça interagit avec Power BI Service qui me dit, ben, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Puis effectivement, quand je m'en vais en bas ici, je vois 3 pages, dont 3 pages ont été on a configuré le rapport pour ne pas montrer ces pages-là ou ces onglets-là. Donc, ça vous donne une idée. Puis, une affaire intéressante aussi, puis je vais terminer avec ça, c'est l'interaction contextuelle qu'on peut apporter entre notre application et le visuel Power BI. Donc, par exemple, si j'utilise l'API Set Report Filters, puis en fait, je vais utiliser plutôt slicer ici, c'est plus intéressant. Donc, si je fais un set slicer state, slicer state, ça va contrôler le slicer qui est ici, qui sont les dates. Puis on voit ici que si par exemple j'interagis avec ça, bon, j'interagis avec le slicer, puis mes rapports, ils changent, mon contenu change. Mais dans set slicer state, ici, là, on va avoir deux dates. On va avoir la valeur minimum et la valeur maximum. Puis on voit que la valeur minimum, c'est 2014 10-12. La valeur maximum, c'est 2014 11-28. Puis on voit que c'est pas ça qu'on a ici. Mais si je roule le code de set slicer state, on voit que le slicer, maintenant, il est équivalent à ce que j'ai mis dans le code. Donc, 2014 10-12 en bas, en bas de plage, puis 2014 11-28 en haut de plage. Bon, des petites erreurs de time zone probablement, là, ça ne donne pas exactement la même valeur. Puis si par contre, je fais un get slicer state, là, je vais changer la valeur du slicer, je vais mettre ça ici, je vais mettre ça comme ça. On voit c'est quoi le range qu'il y a là, ou la plage qu'il y a là. Puis je vais rouler le code pour que mon application obtienne la valeur des filtres. Puis on voit ici que ça génère du JSON qui me dit que la valeur, c'est greater than equal à 2014-01-27, qui est la valeur du bas, et plus petit ou égal à 2014-07-21, qui est la valeur du haut. Bon, il y a des petites erreurs, là, je ne sais pas où est-ce que ça sort, mais ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Puis il y a toutes sortes d'opérations ici, puis je ne vais pas passer à travers tout ça, mais c'est pour vous dire qu'on a une interaction maintenant tout à fait contextuelle entre le visuel qui est rendu dans notre page et puis l'application. Puis les designers de cette page-là ont bien fait leur travail. On voit qu'il y a une belle intégration ici entre le contexte de l'application, les fontes, les couleurs, le thème, etc., et le thème qui est utilisé. Alors, c'est tout à fait transparent. Donc, sur ça, je vais revenir à la présentation, puis je vais passer à la prochaine
je vais passer, excusez-moi, je suis rendu ici. Donc, je vais passer la parole à mes collègues de P-Stocks qui vont vous montrer l'intégration à travers Salesforce. Et merci beaucoup, Philippe, d'avoir présenté c'est quoi l'embedding, les options, puis surtout les étapes là, de faire du Power BI Embedded. Sur ça, je vais passer le contrôle à Philippe Whitford de P-Stocks. Donc, Philippe, à toi la parole. Oui, alors bonjour à tous. Je suis Philippe Whitford, je suis un des cofondateurs de P-Stocks. Donc, brièvement, qui est P-Stocks? Nous, on est spécialisé dans l'installation, la customisation de Salesforce. Grosso modo, si vous intégrez votre Salesforce avec un ERP, une plateforme d'e-commerce ou même un 400, mais c'est le genre de truc qu'on fait. On est aussi spécialisé avec la plateforme MuleSoft. MuleSoft qui est une plateforme d'intégration. Donc, on est partenaire officiel de Salesforce et de MuleSoft. Si vous voulez en savoir plus, simplement visitez notre site web ou nous contacter. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. La démonstration qu'on a préparée aujourd'hui avec Faction A, c'est une intégration de Power BI dans Salesforce. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir travailler avec une seule plateforme, dans ce cas-ci Salesforce, mais en même temps, on voulait pouvoir bénéficier de la puissance de Power BI. Donc, pour la démo, mon collègue Denis va vous expliquer les détails techniques, vraiment, comment on est arrivé à cette solution-là. Bonjour. OK, un instant, je vais passer le contrôle de la présentation maintenant à Denis Benoît. Je pense que Denis, il faut que tu présentes ton Oui. écran. Je pense que... Je vais vous montrer. Okay. Bon, vous voyez bien mon écran? On voit l'écran de P-Stocks. Oui, c'est bien. Philippe nous a présenté. Oh, parfait, merci. Donc, si on regarde, ça, c'est les éléments de la solution. Donc, d'un côté, on a Power BI, de l'autre côté, on a Salesforce et on a aussi le furteur et l'usager. Les deux logiciels, normalement, ils opèrent dans leurs propres onglets ou leurs propres pages de façon indépendante. Le but, c'est de pouvoir rendre Power BI comme une composante intégrée de Salesforce et de réagir avec l'ensemble de la page de Salesforce. Donc, la première étape, il faut évidemment, comme Philippe Torres le mentionnait, préparer l'analytique. Comme il a mentionné 5 étapes, que ce soit la préparation des queries, du data, des codes d'usager, des permissions. Toutes ces choses-là doivent être mises en place avant même qu'on puisse parler de pouvoir intégrer ça avec Salesforce. Nous, ce qu'on va utiliser comme moteur de la solution, c'est la librairie JavaScript Power BI produite par Microsoft. Il faut maintenant la rendre compatible avec l'environnement Salesforce. Et pour ce faire, nous avons décidé d'utiliser le visuel Lightning de Salesforce. Salesforce a 2 types de visuels, le modèle classique qui était plus courant il y a quelques années et le modèle Lightning qui est le modèle le plus à jour. La solution qu'on présente pourrait facilement être adaptée au modèle classique. Les pages Lightning sont plus intéressantes à présenter avec des visuels comme Power BI parce que c'est des pages interactives, donc qui réagissent en temps réel aux événements de l'usager. Donc, on va rendre Power BI interactif avec le reste de la page Salesforce en développant une composante Lightning. Les pages Lightning sont composées de plusieurs composantes ou widgets Lightning. Les widgets s'attachent à des objets Salesforce. Pour les fins de la démo, nous avons choisi l'objet Account de Salesforce. La première chose à faire, une des choses intéressantes qu'on va faire, c'est qu'une composante optionnelle des composantes Lightning, c'est le Lightning Data Service. Le Lightning Data Service offre des fonctionnalités supplémentaires aux composantes Lightning. Une des fonctionnalités importantes, c'est de pouvoir charger plus rapidement la page parce que les données d'un objet sont chargées une seule fois par le Lightning Data Service et les composantes Lightning s'enregistrent au Lightning Data Service pour recevoir les données. Mais l'autre chose encore plus intéressante pour le cas de l'embedded de Power BI, c'est que si un changement survient
dans l'objet. Par exemple, vous êtes dans la page du compte, dans un des widgets, vous changez une donnée du compte. Cette donnée-là va être prise par le Lightning Data Service, envoyée à Salesforce. Toutes les règles de validation et d'automatisation de Salesforce vont s'appliquer et les nouvelles informations vont revenir au Lightning Data Service et être propagées à toutes les composantes Lightning qui utilisent le Lightning Data Service. Donc, en temps réel, le visuel Power BI est en mesure de réagir aux nouvelles données du compte. Pour pouvoir développer une composante Lightning, la première chose à faire, c'est, attendez un petit peu, bon, oups, c'est de développer un contrôleur. Le contrôleur, lui, il joue le rôle un peu de colle dans la solution. Si le Power BI JavaScript est le moteur de la solution, le contrôleur, lui, la colle dans le sens qu'il va réagir à tous les événements, autant du côté de Salesforce, du côté des données, que du côté de l'utilisateur par l'entrée de données ou même l'ouverture de la page ou les événements de resizing. C'est le contrôleur qui va recevoir cette information-là et qui va distribuer le travail au helper. Le helper, lui, fait une partie du travail, mais une partie quand même plus qui s'occupe plus du côté visuel proprement que du côté vraiment de la tâche de travailler avec Power BI. Pour ce faire, lui, il va utiliser un contrôleur Apex. À date, tout ce qu'on a vu s'exécute dans le furteur et développé dans le langage JavaScript, donc natif au furteur. Le langage Apex, lui, est un langage orienté objet, similaire à Java ou C#, qui est natif à Salesforce. Donc, le gros du travail de la négociation des tokens, du travail de dialoguer avec Power BI pour la mise en place du rapport va se faire du côté du contrôleur. Donc là, à ce moment-là, on a toutes les composantes qu'il faut pour pouvoir avoir un rapport, un rendu visuel interactif avec le reste de la page Salesforce. Si on regarde du côté dynamique, comment ça fonctionne, la première chose qui arrive, la page va être chargée, la composante va être initialisée, le Lightning Data Service va notifier le composante, le contrôleur des données. Le contrôleur va notifier le helper que la page vient d'être chargée, qui va parler au contrôleur Apex, qui va commencer la négociation du jeton ou token, ce que Philippe Torres mentionnait. Le jeton token, le gros avantage de ça, c'est que les identifiants Power BI sont gardés de façon sécuritaire. Dans Salesforce, ils ne sont jamais exposés au furteur. Tout ce qui va être mis au furteur, c'est un jeton. Ce jeton-là a une courte durée de vie, n'est jamais persisté. Donc, il va pouvoir travailler un certain temps avec ça. Il devra être changé par la suite. Une fois que le jeton est négocié, le contrôleur Apex va aller lire la description du rapport. Donc, on parle d'identifiant du rapport, du workspace, de l'application. Puis aussi, comme Philippe Torres mentionnait un peu, on le voyait dans son code, tous les paramètres qui permettent de contrôler le visuel. Donc, cette négociation-là va se faire par le contrôleur Apex qui va ensuite les retourner à la composante Lightning en utilisant une notation qu'on appelle JSON, JavaScript Object Notation, qui est une façon standard d'échanger des données avec un furteur. Le contrôleur va recevoir ça, va remettre ça au helper, qui va les passer d'une façon consommable par la librairie Power BI JavaScript, mais aussi il va donner les indications comment s'intégrer dans la page Lightning pour éviter que la composante Power BI se superpose à d'autres composantes de la page Lightning. Donc, toutes les indications vont être données, en plus de toutes les informations nécessaires pour que, à ce moment-là, la librairie Power BI aille chercher le rapport et puisse l'afficher dans le furteur, qui est la dernière étape. À mesure que l'usager va manipuler sa page Lightning, il est possible que la clé expire, donc doive être renouvelée. À ce moment-là, le helper va se charger de parler au contrôleur Apex pour pouvoir rafraîchir ou renouveler la clé. Donc là, on va passer en mode démonstration. C'est ici.
on voit ma liste de comptes dans ma page Salesforce. Quand je vais cliquer sur un compte, vous allez noter qu'il va y avoir un certain délai de quelques secondes avant que le visuel s'affiche. C'est l'étape où est-ce que non seulement la composante Lightning est chargée en mémoire, mais où est-ce que toute la négociation des tokens, aller chercher la description du rapport, toutes ces choses-là vont se passer. Donc, si je clique sur un compte, ici, mon compte a chargé. Ici, on voit que Power BI est en train de s'initialiser et là, j'ai mon rendu Power BI. J'ai choisi de laisser les contrôles qu'on voit à la droite de l'écran. Tout ça aurait pu être caché ou ça peut être modifié par le code au niveau du contrôleur Apex, un peu comme Philippe Torres le mentionnait tout à l'heure. Donc, ceci complète la démo. Je vais rendre le contrôle à André. Okay, super, merci beaucoup, Denis, c'est très apprécié. Merci beaucoup à vous deux, Philippe, aussi. Donc, pour la présentation, pour le partage de connaissances quand même pointu sur l'embedding avec Power BI. Donc, on a parlé de code d'utilisation, d'enjeux, d'options possibles de diffusion visuelle Power BI et on a vu une démonstration même avec Salesforce. Donc, j'espère que l'information partagée a su apporter des éléments de réflexion sur comment incorporer des visuels Power BI dans vos applications opérationnelles. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter.